Bienvenue à Parle Jase en ce mardi 10 février. Et aujourd'hui, Jacques Giguère est avec nous en studio. Bonjour Jacques. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Merci d'être là encore pour cette émission du mardi. Et on a avec nous également Jean-Philippe Sapinski, professeur à l'Université, Faculté des études supérieures et de la recherche, spécialisé dans les sociétés et l'environnement, politiques environnementales, politique du climat, compagnie internationale, les énergies fossiles, entre autres. Bonjour, Monsieur Sapinski. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parle Jase aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et merci d'être là. On a plusieurs personnes, et plus de 120 universitaires, et on nous dit même plus de 130 aujourd'hui, Jacques, qui ont appuyé, en fait, qui ont exprimé un élan de solidarité avec le mouvement citoyen de Tentramar des communautés de la région contre le projet de construction d'une centrale au gaz de schiste au Nouveau-Brunswick. Alors, M. Sapinski, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour en discuter. Vous faites partie de ces gens qui ont signé. Oui, exactement. En fait, bonjour, M. Sapinski, c'est Jacques Giguère au micro. Merci d'être là. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que il y a les audiences publiques de la Commission de l'énergie et des services publics qui est en train de siéger en ce moment depuis hier, puis ça va durer toute la semaine. D'ailleurs, je pense qu'ils ont commencé ce matin à 9 h. Ça se passe à Moncton, à l'hôtel Beau Séjour. Et là, c'est, au fond, cette Commission de l'énergie et des services publics est en train d'auditionner, est en train d'écouter Énergie Nouveau-Brunswick, justifier la présence, ou pas la présence encore, mais le projet de faire une centrale au gaz de 400 mégawatts avec une possibilité de 500 mégawatts dans la région de Center Village, là, entre Sackville et Port Elgin, pas très loin de... En fait, dans le sud-est, pas très loin de Shediac, pas très loin de Cap-Acadie, pas très loin de Memramcook, pas très loin de Dieppe non plus, à peu près une trentaine de kilomètres là, à vol d'oiseau. Et... La semaine dernière, M. Sapinski, vous avez publié, en fait, vous avez envoyé une lettre à la première ministre et cette lettre-là était co-signée, évidemment, vous avez préparé cette lettre-là avec un co-signataire, mais aussi, il y a plus d'une 120 professeurs des 4 universités du Nouveau-Brunswick qui s'objectent, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu la lettre, au projet tel que présenté par Énergie Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet précisément? Merci pour l'entrée en matière. Vous avez bien expliqué le processus. Ce qui est problématique pour nous, là, tout le groupe qui a préparé et signé la lettre, c'est sur plusieurs aspects. D'abord, l'argument principal aujourd'hui, c'est l'argument économique. Et puis, vous mentionnez les audiences publiques là, qui se déroulent toute la semaine. C'est exactement ça que les audiences vont déterminer devant les commissaires en entendant des experts des différentes parties présenter les retombées et puis les inconvénients économiques du projet. Nous, les signataires de la lettre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des alternatives qui sont non polluantes ou peu polluantes et puis qui sont moins chères. Aujourd'hui, c'était pas vrai il y a juste quelques années, mais aujourd'hui, le prix de l'éolien du solaire combiné à du stockage par batterie a beaucoup chuté et dépasse moins souvent les coûts de construction et puis peut être mis en place plus rapidement qu'une centrale au gaz. Aujourd'hui, là, c'est la situation, d'après notre analyse, c'est la situation où on en est. Énergie NB se passe sur des appels d'offres et puis des analyses de 2022-2023. Ça fait pas très longtemps, mais le prix des batteries chute rapidement. Et puis, aujourd'hui, les centrales au gaz d'après nous, n'ont plus de sens économique. Et puis, évidemment, on est dans une crise climatique extrêmement urgente.
On ne peut pas se permettre ça c'est deuxièmement, on ne peut pas se permettre de construire des nouvelles infrastructures qui vont nous enfermer dans le verrou fossile, dans le verrou carbone pour un autre 25 ans, 30 ans au moins. Il faut se débarrasser des énergies fossiles absolument le plus vite possible. OK, mais quand vous donc, dites... c'est les points principaux qu'on apporte dans cette lettre à la première ministre. Très bien, mais quand vous dites, M. Sapinski, que c'est un non-sens économique, ça semble pas être quelque chose qui préoccupe beaucoup Énergie Nouveau-Brunswick, qui sont très préoccupés par un soi-disant manque d'énergie à partir de 2028, d'une capacité qui serait... donc, une demande qui serait en croissance, et qu'en 2028, là, au moment des gros pics là, de demande, surtout en hiver, le matin et le soir, à certaines périodes de l'année, là, ils disent qu'il y aurait un manque d'électricité et ça prendrait absolument une centrale au gaz, selon eux, pour pouvoir pallier à ce pic. Est-ce que c'est un élément qui est justifié d'après vous? Oui, c'est exactement l'argumentaire d'Énergie Nouveau-Brunswick qu'ils ont présenté hier en début d'audience. Et puis, écoutez, si c'est justifié, d'après moi, non. D'après les signataires de la lettre, non. D'après eux autres, oui, ils ont leurs analyses par leurs experts et expertes. Mais c'est pas des analyses qui font consensus. Donc, c'est ce qu'on va voir aux audiences. Il y a d'autres gens qui vont apporter des points de vue différents et puis qui vont expliquer que, c'est pas nécessairement vrai qu'on va manquer d'électricité. Il y a différentes façons de s'organiser pour ne pas manquer d'électricité et puis qu'il y a d'autres alternatives pour couvrir les pics. Comme vous le mentionnez, c'est vraiment une centrale, c'est un peaker plant en anglais, là, c'est pour vraiment les pics de demande en hiver quand il y a des grands froids, puis tout le monde se lève le matin, par son café, par ses toasts, par le lavage et tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, il y a plusieurs façons de faire face à ça. Et puis, Énergie NB dit les avoir considérés dans ses analyses. Je respecte leur travail, mais comme j'ai dit, il y a d'autres personnes qui font des analyses différentes et puis qui démontrent qu'on peut déplacer les pics par des programmes agressifs de gestion de la demande. Ce qu'Énergie NB dit vouloir mettre en place, puis ils ont certains programmes comme ça en place qui n'ont pas l'air de fonctionner beaucoup d'après ce qu'ils disent. Donc, on pense qu'un programme agressif de gestion de la demande pourrait réduire les pics. Et puis ensuite, avec un système de stockage par batterie combiné à des énergies renouvelables, bien là, on serait assuré de couvrir ce qu'on a besoin. On pourrait combler cette... C'est pas l'opinion d'Énergie NB. On pourrait donc, avec l'éolien et le solaire, avec le stockage sur batterie, pallier à ces manques-là où on aurait besoin des gros pics. On aurait donc une grosse batterie, là, si on essaie de voir au niveau visuel, une espèce de grosse batterie qui viendrait compenser cette période-là. C'est ce que je dois comprendre de votre propos, au lieu d'avoir une centrale au gaz. D'ailleurs, l'argument économique, j'ai encore de la difficulté à comprendre quand on nous dit qu'on va investir plus d'1 milliard de dollars, c'est le chiffre qui a été avancé hier. Pourquoi une compagnie privée investirait plus d'1 milliard de dollars dans une centrale au gaz qui fonctionnerait seulement à 7 Mm-hmm. C'est une très bonne question. Et puis, on a une réponse si on regarde la situation au Québec. On a construit la centrale de Bécancour pour des prix similaires là, à l'époque. Ça fait une quinzaine d'années, je pense. Oui. Et puis, c'est une centrale qui fonctionnait juste quelques heures par année. Et puis, ce qui arrive, c'est que Hydro-Québec doit payer un certain montant pour que la centrale ne fonctionne pas. Donc, à la compagnie qui a construit la centrale, on lui paye un montant pour avoir accès à la centrale sans que la centrale fonctionne. Donc, on a une infrastructure qui est très peu utilisée, qui est là au cas où, mais on ne fait rien avec au bout du compte, sauf un tout petit peu ici et là, ce qui pourrait probablement être, vu la grande avancée technologique des batteries aujourd'hui, qui pourrait probablement être remplacé là, aujourd'hui. Donc, c'est un investissement, il y a un gros risque que ce soit un actif échoué, là, un stranded asset en anglais. Un gros risque que ce soit un investissement inutile, qu'on se retrouve avec ça là, que ça ne fasse rien. Mais
j'espère que ça va sortir un peu aux audiences. Là. On a besoin de quelques réponses là-dessus. La preuve déposée par Énergie NB aux audiences, en préparation des audiences, laisse entendre que cette centrale-là ne serait peut-être pas juste une centrale pour les pics. On dit qu'on va s'en servir pendant la réfection du barrage de Mactaquac. Qui va prendre pas mal longtemps, là, c'est plus qu'une année que ça va prendre. Et puis, on suggère qu'on va l'utiliser quand le Pro ne fonctionne pas. Maintenant, est-ce que ça va être juste pour les pics qui ne pourront pas être couverts, qui vont augmenter quand ces deux centrales-là vont arrêter de fonctionner? Ou est-ce que c'est plus sur le long terme? Là? Il y a des questions qui restent dans l'ombre. Donc, Okay. il faut considérer toutes les alternatives. Là. Mais on a pu, grâce à la loi d'accès à l'information, il y a certains journalistes, comme je pense à Jacques Poitras de CBC à Fredericton, qui a réussi à faire sortir les chiffres de presque 5 % d'augmentation des coûts d'électricité pour tous les Néo-Brunswickois, peu importe où vous soyez dans la province, pas juste à Sackville, même à Edmundston ou à Caraquet, tout le monde va payer à peu près 5 % de plus avec l'arrivée d'une centrale comme celle-là. Et on a su également que déjà, la compagnie Pro-Énergie a signé une entente avec la compagnie de la Nouvelle-Écosse pour leur fournir un 100 mégawatts d'énergie. On a l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais on a l'impression qu'on cache de l'information volontairement et on nous dit simplement, on nous montre seulement le crémage sur le gâteau, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas s'il est à la vanille ou au chocolat ou qu'est-ce qu'il y a de caché sous le crémage. C'est l'impression qu'on a du public. Est-ce que je me trompe ou vous avez la même perception? Je partage tout à fait la perception. Écoutez, depuis le début du processus, on sent que Énergie NB essaie de faire passer le projet très rapidement. D'abord, on refusait que ça aille même en audience publique. On a présenté tout un argumentaire devant la Commission de l'énergie et des services publics pour éviter que ce ne soit pas considéré un gros investissement en capital parce qu'il y a un certain accord avec ProÉnergie qui est différent qu'on prétendait. Et puis donc, on ne voulait même pas aller en audience publique. Bon, maintenant, la Commission a décidé que oui, c'était un projet qui méritait d'aller en audience publique. Et puis, depuis le début des audiences, on a présenté un échéancier, puis quelques semaines plus tard, on propose un nouvel échéancier parce qu'on a une date limite d'un contrat qui arrive à échéance le 2 avril, puis il fallait que tout soit réglé avant ça. Ce qui, soit dit en passant, a complètement éliminé la participation expertes indépendantes des universités, parce que ce que ça a fait, c'est que ça a déplacer le temps de travail pour mettre la preuve et le contre-argumentaire en place durant les fêtes, la fin de session et tout ça. Okay. Fin de ma parenthèse. Mais donc, on essaie de raccourcir l'échéancier le plus possible pour que ça aille le plus vite possible pour réduire la participation publique le plus possible au bout du compte. Donc, il y a quelque chose chez Énergie NB. Peut-être que c'est juste parce qu'ils ont peur d'une contestation publique parce que c'est une centrale au gaz. Peut-être qu'il y a autre chose là-dessous que le public ne devrait pas savoir. On est gardé dans l'ombre. Puis là, on nous sort justement un nouveau contrat de 100 MW, ce qui fait que c'est plus une centrale de 400 MW qu'on parle, c'est une centrale de 500 MW. Et puis, ce que ça ferait, c'est que, bon, d'après les contrats, c'est pas ProÉnergie qui vendrait directement au Nouveau-Brunswick. La façon que ça fonctionne, c'est Énergie NB qui achète toute la production de la centrale puis qui en vend une partie à la Nouvelle-Écosse. Donc, qui récupère une partie de ses coûts de cette façon-là. Je pense qu'on va présenter ça comme une façon de réduire le coût de la centrale au bout du compte, là, un petit peu plus de bénéfices en vendant à nos voisins. Mais toujours est-il qu'on parle d'une centrale de 500 MW et puis il y a toutes sortes de nouvelles informations qui nous arrivent à la dernière minute, on ne s'y attend pas. Alors que le processus d'audience publique est organisé pour qu'on ait toute l'information rapidement puis que le public soit bien informé. On essaie un petit peu de contourner le processus des audiences, là, je pense. Okay. Non, M. Sapinski, là, les audiences cette semaine, c'est pas mal pour analyser le point de vue strictement financier. Est-ce que ce seront présentées les options qui pourraient coûter moins cher, comme les systèmes de batterie, là, les éoliennes, toutes ces choses-là? Là, c'est de ça qu'il est question cette semaine. Tout ça sera présenté et ça se pourrait donc qu'ils prennent une décision comme, si les preuves sont là, qu'économiquement, on pourrait faire mieux. La décision pourrait se prendre cette semaine? La décision ne sera pas prise cette semaine. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a la semaine, tout le monde se réunit dans une salle, Énergie Nouveau-Brunswick qui est là avec
c'est les membres de son personnel, leurs avocats et avocates. Et puis, il y a des gens du public qui sont enregistrés là, au début du processus au mois d'octobre. Pour intervenir. Et puis donc, tous les gens sont dans la même salle, un paquet d'avocats, avocates et tout ça, qui se parlent et puis qui présentent les points de vue différents. Et puis les commissaires, c'est un tribunal administratif là, au bout du compte. Les commissaires, après avoir entendu toutes les présentations, des questions, des contre-interrogatoires et tout ça, vont délibérer. Ça peut leur prendre à peu près un mois là, avant de prendre une décision. C'est important de mentionner aussi que c'est ouvert au public. Il y a 30, 40 sièges qui sont disponibles dans la salle au Delta Beau Séjour. Donc, les gens peuvent aller assister en personne. C'est très intéressant. J'étais là hier. Et puis, c'est aussi possible de visionner en direct sur la chaîne YouTube de la Commission. Les liens sont là très clairement indiqués sur leur page Internet. Okay. Donc, la première page, on a juste à descendre en bas et puis on va trouver les liens. Audience au Delta Beau Séjour. Donc, c'est vraiment un processus public et transparent. Là. Et puis, pour répondre à votre question aussi, au début de votre question, la Commission est strictement chargée de déterminer la prudence du projet. Donc, c'est un terme légal pour dire est-ce que c'est un investissement prudent économiquement. Oui, c'est ça, ça parle d'argent. C'est ça, c'est juste de l'argent. Aucune considération environnementale ne peut être apportée, à moins que ces considérations-là aient des coûts pour la province. Ben, c'est intéressant de voir que là, finalement, on a des solutions moins chères, parce qu'on se disait souvent, c'est pour les coûts qu'on veut éviter là, d'avoir des polluants. Hein? Mais là, si les solutions plus environnementales sont moins chères, j'espère qu'on va aller de l'avant avec des solutions plus innovatrices. Ben moi si vous me permettez, j'ai des forts doutes sur cette capacité-là de comprendre l'importance des énergies renouvelables et de leur utilisation dans le contexte actuel. Un doute de compréhension de la part de qui? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Énergie Nouveau-Brunswick a choisi délibérément de ne pas aller de ce côté-là. C'est plus facile de gérer une centrale au gaz ou au charbon ou au pétrole ou une centrale nucléaire quand ça marche parce que vous avez une tension continue et puis là, vous pouvez déterminer la quantité de réacteurs que vous allez faire fonctionner, puis c'est facile, c'est plus facile. Les autres énergies, c'est parce que le rendement n'est pas toujours pareil. En fait, le problème de l'éolien et du solaire, ce sont des énergies alternatives, c'est-à-dire qu'elles sont intermittentes, c'est-à-dire qu'il fait soleil, le panneau solaire vont faire de l'énergie, les turbines de l'éolienne vont faire de l'énergie en proportion de la force du vent. Plus il va venter fort, plus ils peuvent faire de l'énergie. Moins ils vont... Pas parce qu'ils tournent qu'elles font beaucoup d'énergie. Elles vont tourner selon la force des vents. Ils vont émettre l'énergie qui vient avec. Alors, c'est toujours ça. Donc, c'est pour ça que quand M. Sapinski nous parle de batteries qui viendraient avec ça, les batteries, un système, entre les deux, vous avez une espèce d'ondulateur qui, lui, peut gérer l'énergie qui sort des batteries, l'énergie qui sort des panneaux solaires ou qui sort de l'éolien pour l'emmagasiner dans les batteries, mais aussi gérer la demande qui va, vous en avez besoin, on peut en sortir des batteries à mesure qu'elles rentrent ou, même si ça tourne pas ou il n'y a pas de soleil, il y en a dans les batteries, elle peut rendre. Et tout ça, ça se programme, c'est des ordinateurs, c'est faisable. Et c'est un peu ça le défi qu'eux ont, parce qu'il y a une grosse croissance de la demande. Et au lieu de gérer cette croissance de la demande, de dire non, on n'a pas besoin des centres d'appel, pas des centres d'appel, mais des centres de données qui vont tirer du 200 mégawatts simplement dans une bâtisse, qui serait quoi, le tiers, plus que le tiers la moitié d'une centrale. Ça n'a aucun sens. Mais on est rendu là. Alors, on veut simplement combler cette demande-là sans penser que vous et moi, à la maison, allons tous payer plus cher pour ces choses-là. Au lieu de gérer la demande dans une espèce, je dirais pas une décroissance, mais gérer la force de la croissance par rapport à ce qu'on a de capacité pour fournir le système, on dit juste, ça nous en prend parce que la croissance est là. Mm-hmm. Ouais, mais ça, c'est quoi la conséquence de ça? C'est des problèmes sociaux, des problèmes écologiques, des problèmes économiques, parce que la dette d'NB Power... Moi, si on me disait, on fait une centrale au gaz, mais ça va réduire la dette d'1 milliard... Là, on commencerait peut-être à jaser, puis peut-être que là, on aurait beaucoup plus d'argumentaires en faveur d'une centrale. Mais c'est pas ça du tout. Mm-hmm. On va l'augmenter. On va continuer d'augmenter la dette.
D'où l'importance de regarder différentes alternatives. Si je comprends bien votre lettre, M. Sapinski, c'est dans ce côté-là, c'est de ce côté économique-là, c'est pas juste le côté environnemental ou social ou sur la santé des gens, c'est aussi le côté économique. Il y a d'autres alternatives encore plus rentables pour Énergie Nouveau-Brunswick pour pallier à ce manque-là. Me trompe pas? Oui, c'est exactement ça. Bien, en fait, c'est ça qu'on met de l'avant. Écoutez, parce que les audiences publiques sont chargées de déterminer si économiquement c'est réaliste de faire ce projet-là ou non. Mais là, je dois mettre des bémols. Puis je suis content que vous m'ouvriez la porte pour ça parce que en tant qu'environnementaliste, je me trouve un petit peu coincé ici. Je suis obligé de mettre de l'avant l'argument économique que les batteries, c'est moins cher, donc c'est meilleur. Et puis, c'est vrai que c'est une façon, batterie combinée à l'éolien ou du solaire, c'est une façon de faire de l'énergie avec qui n'a pas d'émissions directes de gaz à effet de serre. Quand on est dans une crise climatique le plus intense que vous pouvez imaginer, on ne le voit pas tous les jours, mais si on regarde les tendances, c'est très inquiétant. C'est plus qu'inquiétant, c'est désastreux. Donc, oui, on aurait des systèmes électriques sans émissions à l'utilisation. Le problème, c'est que si on regarde ça d'un point de vue environnemental plus global, là, les batteries, là, toutes les composantes, ça vient de quelque part. C'est des métaux rares. Et puis là, il y a toute une course au lithium là, pour approvisionner, justement, pour faire ces batteries-là. Et puis pour approvisionner l'armée américaine. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes sortes de projets miniers sur des terres autochtones non cédées, par exemple, qui vont, ou bien dans toutes sortes de pays en Amérique du Sud et puis en Afrique. Et puis, les conditions de travail dans ces mines-là ne sont pas très, très géniales. Les impacts environnementaux des mines sont très graves aussi. Et puis, il y a beaucoup de compagnies qui s'enrichissent avec ça, qui sont pour la plupart basées au Canada, parce que le Canada est un paradis fiscal pour les minières. Donc, ce qu'on fait, au bout du compte, d'un point de vue environnemental, on déplace le problème. Là, je mets mon chapeau d'environnementaliste, là, pas d'économiste politique. Mais d'un point de vue environnemental, on déplace le problème du climat vers le secteur extractif. Donc, finalement, on règle une crise qui est très grave, puis on crée une autre crise qui est plus localisée géographiquement. Donc, les batteries, oui, mais vous avez mentionné le mot décroissance. Il faudrait considérer d'autres alternatives là, un petit peu plus globales. Puis compréhensive, disons. On consomme beaucoup d'électricité, puis on vise toujours la croissance. Et puis, ce que ça fait, la croissance économique, c'est que ça fait plus de demande électrique. On a de la croissance dans le digital, puis le stockage, les nuages, les téléphones cellulaires et tout ça. C'est là que se passe une partie de la croissance économique, ou l'IA exactement, qu'on s'attend beaucoup. Bon, la bulle va peut-être éclater bientôt, là, on va voir. Mais il y a tout ça qui met une nouvelle pression sur les systèmes écologiques desquels on dépend tout le monde, pour notre nourriture, notre air, notre eau. Et puis, on arrive en contradiction là, avec les capacités de l'environnement de maintenir tous ces systèmes-là qui sont en croissance constante. Ouais, donc, on arrive à des limites vraiment importantes aujourd'hui. Puis, il faut voir ça globalement. Puis, mettre des systèmes de batterie partout pour tout de suite, là, pour contrer une centrale, pour éviter une centrale au gaz, je dis oui. Mais c'est pas la panacée, là, ça va plutôt régler. En fait, il faut aller vers une... En fait, il faut attaquer le problème sur plusieurs fronts. C'est ce que je comprends bien. Un, c'est de gérer cette croissance-là vers une décroissance, d'une certaine manière, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'énergie dont on a besoin pour faire la même chose, en gros, ou essayer... Est-ce qu'on doit faire les choses toujours de la même manière? Est-ce qu'on peut repenser notre société? En fait, un changement, il y a un terme que vous utilisez à l'université, là, un changement de paradigme. C'est un changement d'habitude, un beau gros mot qui veut dire, au fond, il faut changer notre façon de voir la vie. Il faut changer notre façon de voir les choses pour dire, hey, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais de le faire avec moins de coûts énergétiques? Puis, est-ce qu'il faut nécessairement avoir ça? C'est cette manière-là. Donc, en fait, vous nous invitez à une grande réflexion plus globale. J'ai une question pour vous concernant... J'ai entendu certains hommes et femmes politiques en ce moment dire comme argumentaire que c'est une bonne chose la centrale au gaz parce qu'on va utiliser moins de charbon. C'est moins polluant que le charbon.
Je ne savais pas qu'on on n'a pas de l'intention de construire de centrales au charbon. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi cet argument-là? Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument-là? Bien, deux choses. Premièrement, les gens qui disent ça, il faudrait qu'ils se mettent à jour. Ils sont 25 ans en retard. Je veux dire, on est en politique, on n'a pas le temps de suivre tous les détails de l'augmentation de la température. Là. Mais le 1,5 Celsius là, de l'accord de Paris, c'est fini. Là. Ça fait 1 an qu'on sait que c'est fini. Là. On s'en va sur 2 degrés, là, on va atteindre ça dans les années 2030, probablement. Oui. Hein, c'est urgent, là. C'est plus qu'urgent. On parlait de l'urgence climatique. En 2019, là, on avait 3000 personnes à Moncton qui marchaient dans les rues. Urgence climatique. La Ville a adopté une déclaration d'urgence climatique, machin, puis oups, on a tout oublié ça. Hein, là, remplacer du charbon par du gaz, il ne faut plus de fossiles là, aujourd'hui. Là. Mais je comprends, M. Sapinski, mais quand l'argument, c'est on va utiliser moins, ça pollue moins que le charbon, on va utiliser moins de charbon, est-ce qu'on laisse entendre qu'on ne fermera pas la centrale de Belledune? Ou on va la fermer quand même? Comment? J'ai de la difficulté, mais on a prévu de la fermer, la centrale au charbon, dans les années pour 2030-35. Ouais. Mais en même temps, on construit une centrale au gaz. Parce qu'il y aura une demande. Mais pourtant, cette centrale-là, elle fait de l'énergie. Est-ce que le pic, est-ce que la demande va être aussi élevée qu'il faudra garder la centrale au charbon aller quand même? C'est ce que je lis ça entre les lignes ou on a besoin d'une centrale au gaz parce qu'on va fermer la centrale de Belledune qui est au charbon? Et là, cet argument-là serait un argument qui tiendrait. Oui, ça tient pas. C'est pas ça. Ça tient pas? Oui, je suis content que vous ameniez la question de Belledune, d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est oui, Belledune doit arrêter de brûler du charbon. Elle ne doit pas fermer, elle doit arrêter de brûler du charbon en 2030. C'est la loi canadienne. C'est un peu différent. Là. C'est un argument trompeur. Là. C'est soit un mensonge, soit un manque d'information, je ne sais pas. Mais quand on dit que ça nous éviterait de brûler du charbon, on dit finalement qu'on pourrait à la place construire une centrale au charbon et que ce ne serait plus polluant. Évidemment qu'on ne va pas construire une centrale au charbon, il faudrait qu'elle ferme en 2030. Il faudrait arrêter de brûler le charbon en 2030. Là. Personne ne pense à construire des centrales au charbon aujourd'hui. C'est un argument absolument trompeur. Donc, c'est mal informé, c'est trompeur. Là. Les gens qui nous disent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent au mieux, puis ils essaient de nous tromper ou ils nous mentent en pleine face. En fait, c'est plus un argument pour se convaincre soi-même que c'est une bonne chose d'avoir une centrale au gaz, même si elle va émettre des millions de tonnes de CO2. Là. Ouais, on se compare pour se consoler. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est une façon de justifier. Un peu comme quand on change de voiture, on trouve plein de défauts à son ancienne voiture pour justifier l'achat d'une nouvelle voiture. Je pense que on me fait signe. Est-ce qu'on doit aller à un appel ou une courte pause? Une courte pause, parfait. Une courte pause, on revient avec M. Jean-Philippe Sapinski et bien sûr Jacques Giguère. Et pour ceux qui ont appelé au téléphone, on pourra prendre vos appels aussi. C'est le 506-532-0133. Et je reçois quelques courriels aussi que je vous mentionne au retour. Restez là. Vous écoutez Parle, Jase en ce mardi et nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Sapinski ainsi que Jacques Giguère. Le numéro pour participer aux discussions est le 506-532-0133. On va prendre un appel et soyez patients sur la ligne pour les autres. Parle, Jase, on vous écoute. Bonjour, moi j'ai tout le temps eu une question. Puis je me demande s'il y a quelqu'un qui a une réponse. D'accord, on va essayer. On a Mactaquac. Mactaquac ne coûte rien à René parce que c'est de l'eau. Pour quelle raison qu'ils ne peuvent pas, l'eau qui sort de Mactaquac, elle sort de l'eau sous pression, comment ça se fait qu'ils peuvent avoir mettre des grosses pipes, puis mettre des turbines dans ces pipes-là, puis réuser cette eau-là? OK. Ça ne coûte rien. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, M. Sapinski. Je ne sais pas si vous êtes un ingénieur hydrologue ou en plus de toutes vos capacités, mais est-ce que vous avez compris la question? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je peux dire sans être ingénieur, évidemment. Là, je suis sociologue, en fait. Mais je connais assez le système électrique au Nouveau-Brunswick. En fait, Mactaquac, le barrage, c'est un barrage hydroélectrique. Donc, il y a des turbines, il y a des tuyaux là-dedans, et puis il produit de l'électricité. C'est, je pense, la plus grosse centrale électrique au Nouveau-Brunswick.
C'est quelque chose comme 900 mégawatts d'électricité qui peut être produite par Mactaquac. Donc, c'est une grosse capacité. Puis, oui, ça coûte très peu cher. S'il y a des coûts d'entretien pour les barrages, vous avez raison, ça coûte pas très cher vu qu'il est déjà construit. Maintenant, il y a un petit problème avec Mactaquac, c'est qu'il y a eu des défauts de construction et puis il y a certaines fissures dans le barrage, des cracks dans le barrage. Donc, pour éviter qu'il brise éventuellement, Énergie NB va devoir l'arrêter puis le réparer assez bientôt. Ils ont des plans dans les prochaines années là, pour l'arrêter. Donc, c'est un de leurs arguments pour construire une centrale au gaz d'ailleurs. Ils vont devoir l'arrêter puis il va manquer cette capacité-là. Donc, il faut qu'ils trouvent la capacité ailleurs. Okay, mais maintenant, il y a des alternatives. Mais la question était, à la sortie du barrage, est-ce qu'il y a encore assez... Je comprends que l'eau, il y a un gros lac qui a été stocké en amont, donc d'un côté du barrage, et là, ça rentre dans un gros tuyau, puis ça vient frapper une turbine qui tourne, et là, on va chercher donc l'énergie qui vient de la gravité, qui fait tourner cette turbine-là, qui transforme l'énergie en énergie électrique. Mais à la sortie, est-ce qu'il reste encore assez d'énergie dans le tuyau pour l'eau qui continue de descendre dans la rivière pour en faire tourner une autre? C'est un peu ça qu'il est en train de nous dire. Monsieur a l'impression que l'eau sort avec encore beaucoup de pression et on devrait récupérer cette pression-là au maximum pour faire encore plus d'énergie. Désolé si j'ai mal compris la question. Écoutez, ça, il faudrait demander à un ingénieur vraiment. Je ne sais pas si la pression serait suffisante à la sortie des turbines pour ajouter d'autres tuyaux et d'autres turbines. Peut-être. Mais je ne connais pas de barrage où ça fonctionne comme ça. Là, mais il y a des rivières où il y a plusieurs barrages en succession, un après l'autre. Donc, il y a des rivières là, qui produisent l'électricité avec un barrage, puis qui ont un autre réservoir qui produit l'électricité avec un autre barrage. Donc, il y a peut-être des possibilités, mais je ne connais pas le bassin hydrologique. Il faudrait demander vraiment à mes collègues ingénieurs. Je suis désolé pour ça. Ce que je peux dire, c'est que les barrages ont aussi des impacts écologiques, évidemment, là, sur les poissons des rivières, les écosystèmes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au téléphone? Moi, j'ai travaillé à Mactaquac. J'ai plongé là. Ils étaient obligés de nous attacher pour pas qu'on passe dans le turbine. Ça veut dire qu'il y a de la pression, là. Oui, mais vous pouvez... On sentait cette pression-là, là, pour la se battre contre ça, là. Oui, mais vous pouvez pas passer dans la turbine si vous êtes du côté en aval, de l'autre côté de la turbine. Ça veut dire que vous faisiez plonger du côté du gros lac avant que l'eau rentre dedans? Oui. Oui, là, il doit y avoir une succion qui se fait pour les tuyaux, sûrement. Moi, j'espère qu'il vous attachait. Puis on était bien tranchés à bord de ça. Puis ça que... Mactaquac, quand c'était bâti, ils ont fait des places pour plus qu'une turbine. Je ne sais pas exactement comment c'est qu'il y a dedans, là. Mais ils ont pris puis ils ont mis, je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais ils ont mis des gros screens. C'est tout des 12 pouces par 12 pouces en bois, comme 24 pouces de long. Ils ont fait du screen avec ça pour être sûr que la glace puis le débris vient de la rivière, que ça ne rentre pas dans le turbine. Oui. Puis il faut aller décoller ça parce qu'ils voulaient mettre un autre turbine. Ma question aussi est, je me demande s'il faut mettre d'autres turbines, puis s'il y a assez d'eau pour fournir d'autres turbines. C'est une bonne question. Moi, j'ai été le visiter, le barrage, à un moment donné. J'étais en vacances, j'avais du temps, et j'ai passé par là. Puis il y a des visites qui se font l'été. C'est intéressant. Ça coûte rien. Vous pouvez rentrer puis suivre les visites. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, c'est de voir l'œuvre en tant que tel, le gros mur de béton, c'est impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir qu'il y a de l'eau qui coule au travers. Il y a des fuites, que M. Sapinski disait ça. Il y a des vis de construction, le type de béton qui a été utilisé. Il y avait même un ascenseur à l'intérieur qui ne fonctionne plus parce que le béton a enflé. Puis tout ça est jamais là, ça ne bouge plus. Et donc, ce qui devait durer 100 ans, maintenant, arrive déjà en fin de vie. Et donc, on doit refaire le barrage, on doit réimaginer un nouveau barrage. Alors, est-ce qu'on pourrait en faire plus? J'imagine que les technologies évoluent et j'imagine que dans une réfection, on pourra augmenter la capacité. J'imagine. Mais là, j'espère que c'est prévu comme ça. On a plusieurs appels. On revient vers vous pour un dernier mot. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose? Ah, merci. C'est beau.
Merci à vous d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Bonne journée, bonne route. Parle, jase. On vous écoute plus. Bon, j'ai manqué le prochain appel. Mais comme je vous disais, je reçois aussi par courriel certains commentaires. On a peut-être déjà répondu à celui-là en quelque sorte, mais il y a quelqu'un qui nous dit, un auditeur, il y a plus de 39 centrales au gaz au Canada. Apparemment, ça fonctionne bien. On est tous au courant qu'on a besoin de centrales pour pouvoir gérer la croissance, besoin pour les industries. Si ça marche partout, pourquoi pas dans notre région? Le coût est-tu pareil dans tous les cas? Il n'y a rien qui coûte moins que ça. C'est sûr qu'on veut des choix écologiques, mais moi, je pense que pour le moment, on a besoin des deux. Bien là, dans ce que vous avez répondu, M. Sapinski, on voyait qu'il y a peut-être des coûts moindres pour des solutions plus environnementales, mais oui, qu'en pensez-vous de ce commentaire? C'est un bon commentaire. Je suis content que l'auditeur vous a envoyé le courriel. Oui, il y a beaucoup de centrales comme ça qui ont été faites à travers le Canada là, dans les 20 dernières années. La question aujourd'hui, bon, économiquement, c'est vrai que c'était pas cher, pas trop cher à ce moment-là, mais le coût du mégawattheure est quand même plus élevé. Donc, là, dans les mesures qui sont utilisées, depuis assez longtemps maintenant, plus que 5 ans, peut-être un petit peu, quelques années plus que 5 ans, là, le coût du mégawattheure est beaucoup moindre pour le solaire et puis pour l'éolien. Maintenant, il y a différentes façons de regarder les coûts. Les centrales au gaz sont... Jusqu'à maintenant, elles étaient compétitives au niveau du coût par capacité, qui est différent. On a des mégawattheures qui mesurent le flot d'énergie, le flot d'électricité qu'on achète d'énergie NB. Maintenant, il y a la capacité. Donc, c'est la capacité maximale du système qui mesure en mégawatts, pas en mégawattheure. Okay. Donc, le coût par mégawatt était compétitif pour les centrales au gaz. Et puis, Énergie NB nous dit que c'est encore ça qui est le plus compétitif, qui est le moins cher. Okay. Pour la capacité installée. Maintenant, ce que les experts vont présenter aux audiences publiques, c'est qu'aujourd'hui, avec le coût des batteries qui a diminué, le coût du stockage est un meilleur marché que d'ajouter de la capacité de production par une centrale au gaz. En d'autres termes, on est en ce moment dans un tournant au niveau des capacités énergétiques, et puis on pourrait fortement se tromper en allant vers le gaz plutôt que d'aller vers l'avenir, c'est-à-dire des énergies alternatives, le vent, le solaire, le soleil va toujours être là, le vent, il va toujours en avoir. Ça, on ne va jamais se tromper. Du gaz, on sait qu'on va en manquer. C'est juste une question de temps. On a un autre appel. Oui, messieurs, on va prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, parle, jase, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Secteur Doiron, c'est la première fois que j'appelle à Parle, Georges. Je demeure à Cap-Pelé. Je vous dis tout de suite que j'ai retiré de la vie politique et je n'ai aucun intérêt de me représenter au niveau politique municipal ou autre. Donc ça, je vais clarifier ça. Moi, du côté de qu'est-ce qui se passe avec la centrale au gaz à Center Village, ça n'a aucun bon sens du tout. La question de générer de l'électricité en 2026 avec du gaz, avec des énergies fossiles. Ouais. Énergie fossile, exactement, ça se tient plus. Moi, j'ai travaillé avec Efficacité Nouveau-Brunswick de 2008 à 2014, donc j'ai un peu d'expérience du côté de la demande. J'étais gérant du programme des maisons neuves. On a effectivement des maisons qui sont construites au Nouveau-Brunswick net zéro. Moi, personnellement, la mienne est construite net zéro. Donc, j'ai aucun impact sur la grid autre que de mettre et d'enlever de l'électricité lorsque je l'ai besoin. Félicitations, monsieur. Je vous félicite personnellement. Oui, c'est bien. Et au niveau de la province, il faut prendre des décisions, puis c'est exactement qu'est-ce que la Commission fait cette semaine au niveau financier. On entend creuser encore bien plus la question de la dette de Énergie Nouveau-Brunswick. La raison que j'ai démissionné ou que j'ai laissé lorsqu'ils ont effectivement mis Efficacité Nouveau-Brunswick avec Énergie Nouveau-Brunswick, je savais à un moment donné qu'il y aurait des décisions à prendre au niveau de la création, de la génération d'électricité, puis on est rendu là aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait une analyse avec les documents qui ont été produits par Énergie Nouveau-Brunswick qui sont disponibles. Puis, j'ai certainement la North American Electricity Reliability Corporation, qui était un des documents, et aussi les documents qui ont ajouté parce que, veux pas, ils n'ont pas donné chance au public de se prononcer sur ce projet-là.
Donc, j'en ai fait une analyse. Je vous en ai envoyé une copie ce matin par courriel. J'ai envoyé la copie hier matin à la commission qui regarde à la décision. Puis, effectivement, au niveau factuel, c'est plus économique de faire l'énergie solaire, les batteries telles que M. Sapinski mentionnait. Et l'autre, qui est vraiment le gros du bobo, c'est que toutes les maisons au Nouveau-Brunswick doivent être améliorées au niveau de l'efficacité énergétique. Puis ça, il y a des programmes qui existent, puis les gens peuvent investir. Aussi, la province peut donner des octrois. Donc, veux pas, c'est comme, je prends l'analogie des pêcheurs. Si le bateau coule, on n'ajoute pas une autre pompe, on essaie de trouver où sont les trous pour diminuer l'eau qui rentre. Hein? Ça fait que la même chose se produit au Nouveau-Brunswick. Les maisons sont pas efficaces, il faut les améliorer. Puis il faut gérer cette demande-là. Puis il faut arrêter de construire des maisons qui se consomment beaucoup d'énergie. Je prends souvent l'analogie d'une maison, moi. C'est comme une espèce de parasite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher toute seule. Elle a besoin de ces fils-là qui viennent pour faire fonctionner tout le système à l'intérieur. Puis à chaque année, on nous vend une espèce d'électro-société avec toutes sortes de gadgets qui viennent avec des petites lumières ici, puis des Là, on est rendu avec des frigidaires, avec des caméras qui nous permettent de voir avec notre téléphone qu'est-ce qu'on a dans notre frigidaire quand on est à l'épicerie. Non, mais jusqu'où on va pousser cette folie? J'avais pas vu ça, moi, les frigidaires. C'est complètement inutile. C'est complètement inutile. Mais c'est un beau gadget. Et ça se vend. Parce que le monde aime ça. Ben oui, t'es à l'épicerie, tu veux voir ce qui te manque, tu fais un petit coup d'œil dans le fridge. Mais regardez ce que... ce qui me reste... Non, mais c'est aberrant, là. Mais c'est comme ça. Et on pousse, et on pousse, et on pousse parce qu'il faut mettre des nouveaux produits sur le marché. Et puis, en plus, là, je parle même pas de l'obsolescence programmée qui fait qu'à un moment donné, hop, tout d'un coup, ça marche plus, cette affaire-là, alors que ça fait pas... Juste après que la garantie, mais ça, c'est un autre débat, on pourra en parler. La semaine passée, il y a des gens qui ont appelé puis qui en ont parlé. On devrait revenir là-dessus, sur l'obsolescence programmée. Mais restons sur la question. Monsieur Doiron, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Vous avez donc été à Efficacité Nouveau-Brunswick. Vous avez construit une maison net zéro. Ça fait donc longtemps que vous réfléchissez à cette consommation d'énergie-là. Si on peut pas faire, si vous voulez pas qu'on fasse une centrale comme on pense faire, comme Énergie propose, faudra faire autre chose. Comment vous percevez la gestion? Est-ce que les gens d'Énergie Nouveau-Brunswick sont invisibles ou insensibles à tous ces arguments-là que M. Sapinski avance ou que d'autres spécialistes vont avancer pendant les audiences ou que vous avancez ou sont simplement incompétents? Non, c'est une question d'évolution. C'est comme M. Sapinski disait tantôt, la technologie a évolué. Le coût des batteries diminue en s'accélérant. Oui, il y a des issues au niveau de l'environnement, de creuser d'autres mines pour créer le lithium, etc. Mais je pense qu'au niveau planétaire, on n'a pas de choix, pas en 2026, d'ajouter d'autres gaz à effet de serre qui vont empirer la situation pour nos enfants puis nos petits-enfants. Moi, j'en ai 2, puis je voudrais pas les voir dans 25 ans avoir une situation planétaire où ils ne peuvent pas survivre. Il n'y a aucun doute que les décisions que l'on prend aujourd'hui ont un impact pour demain. Puis la Commission a vraiment cette responsabilité-là de bien gérer la dette d'Énergie Nouveau-Brunswick. Puis, dans le document que j'ai envoyé de 24 pages, qui est une analyse factuelle des demandes, si vous saviez qu'au mois de janvier de cette année, 2026, Énergie Nouveau-Brunswick était en état de crise parce que la demande d'énergie, ils ont été obligés d'aller chercher de l'énergie du Québec et de d'autres juridictions. Le document que je propose, moi, donne la voie en allant de l'avant avec les renouvelables, avec les batteries, avec une gestion plus efficace avec nos partenaires de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Il faut arrêter l'esprit de clocher que nous autres, on a besoin d'avoir une grosse corporation. Nouveau-Brunswick n'a pas la législation, nous donne pas le pouvoir, comment je pourrais dire. On n'a pas besoin de créer d'autres générations pour la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Il faut travailler ensemble en coopération. Si tu regardes qu'est-ce qui se produit à l'île du Prince-Édouard, ils font bien plus de solaire et d'éoliennes et la Nouvelle-Écosse aussi. Donc, c'est une question de bien gérer cette demande-là pour l'avenir puis pour la génération future. Excellent. Merci beaucoup pour votre propos. Excellent. J'apprécie beaucoup votre propos, M. Doiron. Merci d'avoir téléphoné. Et puis, je vais juste terminer là-dessus. La Nouvelle-Écosse, curieusement, vient juste de signer un contrat avec la Nouvelle-Angleterre pour leur fournir de l'énergie éolienne
extra-côtiers. Donc, ils vont installer des éoliennes en mer pour fournir de l'énergie à nos voisins américains qui sont en train de faire du bullying contre nous autres. Puis d'ailleurs, en passant, la centrale Pro Energy, c'est une compagnie américaine qui viendrait s'installer chez nous, alors que le président américain nous fait du bullying. Il veut même fermer le pont qu'on a construit gratuitement. En fait, les Américains n'ont pas mis une scène dans ce pont-là, à Windsor, puis là, il dit qu'il veut pas l'ouvrir. Non, on est dans un monde, c'est difficilement comprenable vers où on s'en va. Hey, non, c'est... Monsieur Doiron, oui. On doit aller en courte pause. Si vous voulez demeurer avec nous, si vous avez autre chose à ajouter, je vais vous demander de rester. Est-ce que vous demeurez avec nous quelques secondes? Oui, pas de problème. OK. Ben, restez en ligne et puis on va prendre un autre appel également. Alors, vous écoutez Parle Jazz. Restez. C'est Parle Jazz qui se poursuit. Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Sapinski, professeur à l'Université Jacques Giguère. On a toujours M. Doiron également au téléphone. On vous écoute, M. Doiron. Je vous avais coupé. Non, de rien. Juste pour terminer, si les gens ne savent pas, la pipeline qui passe de la Nouvelle-Écosse vers les États-Unis, à un moment donné, le gaz naturel venait du Cap Sable. De l'île de Sable, oui. L'île de Sable, exactement. Puis maintenant, elle a été renversée. Le gaz naturel vient des États-Unis vers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ouais. Donc, déjà là, c'est inquiétant. Vu la circonstance géopolitique qui se produit actuellement, l'autre aspect, c'est que le prix du gaz naturel fluctue énormément. Investir $1 milliard pour construire une centrale au gaz n'a aucun bon sens parce qu'on ne peut pas prédire les coûts éventuels. Si la dette des États-Unis du Brunswick est à ce moment ici très élevée, on se met dans une autre situation qui va être encore pire. Donc, j'encourage les gens, vu que c'est si proche de Cap-Pelé, Shediac, Sackville, Memramcook, Moncton, Dieppe, les gens doivent s'élever puis dire non, on ne veut pas de ça. Il y a d'autres alternatives qui sont moins dispendieuses et économiques. Donc, moi, je pense que, veut pas, la Commission doit bien prendre cette décision pour l'avenir financier. On va payer la note. Il n'y a pas de doute. C'est un bon point. Merci beaucoup, M. Doiron. Puis je vous souhaite une bonne journée là-dessus. On va regarder le document que vous nous avez envoyé. Vous avez envoyé ça à Beau Séjour, puis on va regarder à Radio Beau Séjour, on va regarder ça. Je vais le regarder avec beaucoup d'intérêt. Si vous me permettez, je vais même envoyer une copie à M. Sapinski. Vous êtes d'accord? Oui. Je l'ai mis à info au moniteur, je pense, c'est ça. OK, on va regarder ça en sortant d'émission. Mais vous avez soulevé un bon point et je l'envoie à M. Sapinski. Est-ce que la commission d'audience qui a lieu en ce moment, la commission sur l'énergie et les services publics, a le pouvoir de carrément annuler le projet? Est-ce que vous êtes là encore, M. Doiron? Non, M. Sapinski. Ah, M. Sapinski, allez-y. Excuse-moi, on s'est trompé de bouton. M. Sapinski, donc vous avez entendu la question? Oui. Puis on a un autre appel en attente. Je vais devoir le prendre. Ben, on va le prendre tout de suite, OK? Vous répondrez à la question, M. Sapinski. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, merci pour prendre mon appel. Oui, ça fait plaisir. Mon téléphone est après pour non feu. Il doit y avoir de l'électrique en masse parce que moi, je reste dans le fond des bois. Puis Droitester, les contracteurs de NB Power sont prêts à installer d'autres lumières. On a des lumières en masse. Moi, j'ai quasiment des coups de soleil dans la nuit. Puis ils en avaient installé hier, puis ils s'en prennent installer d'autres aujourd'hui. Puis toutes ces lumières-là à travers le New Brunswick restent allumées toute la nuit dans le fond des bois. Vous êtes où, monsieur? Ça a été inventé quand les cars n'ont pas de light, puis le monde n'avait pas de flashlight. Vous êtes à quel endroit, monsieur? L'électrique, c'est gaspillé. Vous êtes à quel endroit? Ils voulaient en ajouter d'autres. On dirait qu'ils vous entendent pas. Le problème est dans NB Power, dans le management. Oui, mais est-ce que vous êtes à quel endroit en ce moment quand vous nous dites qu'ils ont mis des lumières dans le chemin, là? Je suis en route Sainte-Marie, là, en allant par Rexton. Là. OK, donc vous êtes vous êtes en dehors. 15 ans passés, j'avais un camper là-bas dans le fond de Saint-Lazare. Puis il y avait des lumières tout le chemin en montant là-bas dans le fond des bois.
puis ces lumières-là sont allumées toute la nuit. En fait, ça, c'est la municipalité. Les municipalités pourraient ne pas... C'est pas la municipalité de ce temps-là, la municipalité était rurale. Ah, c'est le DSL. C'était un DSL, là? L'année passée. OK. Mais souvent, ils vont mettre ces lumières-là à toutes les 2 poteaux. C'est pas à tous les poteaux, c'est à tous les 2 poteaux de téléphone. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, mais y a-t-il pas de lumière sur les chars? Dans le milieu de la nuit, les chevreuils et les ours n'ont pas besoin de lumière pour marcher. En avez-vous parlé à vos conseillers municipaux? En avez-vous parlé à votre député? Envoyez-leur. C'est des gens qui pourraient regarder la situation pour voir si c'était justifié, puis vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Ben moi, j'ai pas besoin d'explication. Je suis pas blind. Je peux voir la nuit jusqu'à un certain point. C'est de l'électricité gaspillée. C'est l'électricité gaspillée. On est là 24 heures par jour, à 3 heures du matin. Toutes ces lumières-là sont allumées, wide open. OK. All right. Merci de l'avoir partagé avec nous. Vous êtes bienvenus. Passez une très belle journée. On va revenir. Tu avais posé une question à M. Sapinski, mais j'ai plusieurs messages qui nous arrivent par courriel et j'aimerais vous les mentionner. Un premier qui nous dit... Si tous nos électroménagers, lumière, etc. sont là, pourquoi paie-t-on toujours plus cher en électricité? Les cibles pour les véhicules électriques sont impossibles à atteindre. Une grosse province comme le Québec achète de l'électricité des États lors des grands froids d'hiver. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah, c'est arrivé récemment. Puis, on a encore besoin d'énergie fossile pour tous nos systèmes. On dépend dessus depuis un siècle et plus. On tente rapidement de faire la transition et trop rapidement, qui nous dit, lui. Il dit, c'est évident, une autre raison pour taxer les citoyens qui sont déjà taxés au maximum. Oui, taxer les citoyens. Curieusement, le gouvernement fédéral enlève des taxes sur la TPS, par exemple, sur certains produits en épicerie. Alors, on se prive de revenus. Alors, c'est toujours une question de choix. C'est toujours une question de choix. Et là, tout de suite, oui, on peut fermer les yeux sur les problèmes écologiques qu'on va créer, mais ils vont revenir. Ils vont toujours nous revenir en pleine face et ça empire. C'est ce que M. Sapinski disait. Alors... Oui, on peut tous s'acheter des grosses voitures à l'essence, puis on peut tout rouler. Mais c'est pas soutenable, OK? C'est pas, à l'échelle planétaire, la Terre, imaginez une boule, là, il y a X quantité d'énergie là-dedans, puis il y a X quantité de choses qu'on peut rejeter. Puis la capacité d'absorption est dépassée. On a déjà détruit les 2/3 de la biomasse sauvage sur la planète, puis on continue. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, on va payer le prix. Plus qu'on attend, plus le prix va être élevé. D'où l'importance d'y aller rapidement, maintenant, pour pouvoir amoindrir ces coûts-là à long terme. Mais les gens pensent toujours à court terme et on veut pas aller de l'avant avec ça. On a plusieurs personnes qui veulent participer aussi par téléphone. Alors, c'est un achalandage. Aujourd'hui, on va y aller avec un autre appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Moi, je suis mécanicien de métier. Oui. Puis 30 ans d'expérience. J'ai vécu le blackout de 2003 quand je demeurais en Ontario. Mm-hmm. Tout l'Ontario, le New York, c'était épouvantable quand même. Là, ça a juste seulement duré une journée. Mais là, pouvez-vous imaginer si on avait toutes des chars électriques? Oui. On serait rendu où avec l'énergie qu'on n'est pas capable de fournir déjà? Les voitures électriques, il faut les voir de 2 manières. Un, c'est des grosses batteries. Hein? Au fond, une voiture électrique, là, c'est plus comme un ordinateur à 4 roues qui a besoin d'une batterie pour pouvoir se bouger d'une place à l'autre. Alors, pour vous, comme mécanicien, c'est un changement complet de façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de job, ça veut juste dire que, oui, il faut changer les freins, puis il faut changer les pneus, puis l'entretien se fait, mais ça va changer. Au niveau de la charge de la batterie, il y a dans un véhicule en ce moment, un véhicule complètement électrique, l'équivalent de 3 jours, à peu près, 3 jours de capacité d'une maison normale. C'est beaucoup d'électricité. Là, vous avez raison quand vous dites que ça prend beaucoup d'électricité. Mais en même temps, c'est sa force, parce que la voiture, elle est utilisée 5 % du temps. En moyenne, là, une voiture est utilisée 5 % du temps. Ça veut dire que 95 % du temps, la voiture ne sert à rien. Elle est dans le garage, elle est dans l'entrée, elle est dans le stationnement, au centre d'achat, ou whatever. Elle est
elle sert à rien. Elle bouge pas. Elle fait pas ce qu'elle devrait faire. Mais imaginez toute l'énergie qu'il y a là-dedans. Alors, si on arrivait à avoir une grid intelligente qui va dans les deux sens, moi, je pourrais arriver à la maison avec ma voiture électrique, par exemple. Je branche ma voiture, mais je sais que demain matin, là, je pars pour Edmundston. Puis j'ai besoin de 100% de la capacité de ma batterie à 7 heures du matin. Programme ça et c'est fini. Entre-temps, moi, l'énergie, qu'elle soit ailleurs ou qu'elle soit dans ma voiture, ça me dérange pas, en autant qu'elle soit là. Et si tout le monde fait ça, puis il y a du vent à Edmundston aujourd'hui, mais il n'y en a pas dans le sud-est, ben eux autres, ils vont faire de l'énergie pour pallier au manque ailleurs. Et c'est la même chose pour les panneaux solaires. Mais comme notre auditeur nous dit, là, c'est ça, ça va être une demande encore plus grande d'énergie. Donc, ça va prendre les énergies renouvelables, tout ça, qui s'améliorent et qu'on ait un meilleur rendement pour fournir. C'est une transition qui doit se faire comme ça, qui va être progressive. Vous avez raison, c'est pas quelque chose qui se fait en criant lapin. Ça va pas se faire demain matin, bang, on ferme toutes les centrales puis on lève la switch on sur les énergies renouvelables. Ça va se faire une transition. Mais M. Doiron en parlait tout à l'heure, il faut arrêter de construire des maisons ou des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie. Comme à Dieppe en ce moment, je vois à peu près 10 gros blocs appartements qui sont en train de construire. Imaginez la quantité d'énergie que ça prend pour faire fonctionner tous ces appartements-là, plus tout ce qu'on va mettre dedans, plus toutes les voitures qui vont venir avec. Donc, oui, ça va faire une demande. C'est parce que c'est le modèle de croissance économique qu'on véhicule, qu'on ne veut pas changer. On veut pas voir le problème, puis on nous dit, on rajoute au problème en disant, on va pelleter ça aux générations futures. Donc, ça prend un bon équilibre. Votre point est intéressant sur, ça va nous prendre plus d'énergie. Oui, mais on la prend comment? Puis on va la chercher où? Il va falloir que ça soit de la bonne façon. Si on augmente les énergies fossiles, donc, plus de feux de forêt, plus d'inondations, plus de ci, plus de ça, jusqu'où on va aller, diminution de la biodiversité. Il y a un prix à payer pour ça. Aujourd'hui, si ça nous coûte plus cher dans l'épicerie, une partie de la chose, c'est justement les changements climatiques qui font que ça nous coûte plus cher. Parce qu'il y a moins de bœuf de disponibles au Canada puis aux États-Unis. Donc, on le paye plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sécheresses, parce qu'il y a eu des feux de forêt. Alors, ça vient avec, là. Ça vient avec. Et vous, au téléphone, voulez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on prenne un dernier appel? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas que moi, j'ai le cœur à l'écologie naturelle à 100%. Là. C'est pas, je suis pas contre les autos électriques. C'est juste, je me dis que on entend le gouvernement nous pousser ça dans la gorge. Il y a un moment donné, le gouvernement libéral parlait de l'an 30, 2030, on aurait tous des chars électriques ou whatever. On n'est pas rendu là. Non, vous avez raison, parce que ça prend des constructeurs qui sont capables de fournir la demande, mais il y a une pression, M. Sapinski l'a expliqué tout à l'heure, on déplace le problème de pollution ailleurs, on le déplace dans les mines, mais à long terme, un véhicule électrique, s'il reste sur le chemin plus longtemps, va avoir une empreinte carbone moins élevée qu'un véhicule thermique qui, lui, à chaque fois que tu tournes la clé, il brûle du gaz. Alors, c'est ça, là, c'est toujours le compromis. En fait, il faut réduire. La vraie solution, c'est l'électricité qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Ça, je l'ai entendu. Puis je vais le répéter parce que il faut donc réfléchir à est-ce que j'ai besoin de tout ça, c'est autour de moi? Est-ce que ça doit virer tout le temps? Est-ce que ça. Et tranquillement, quand on se met à débrancher, on se rend compte que, il y a des économies. Est-ce que je pourrais mieux isoler la maison? Il y a des programmes, là. Et efficacité Nouveau-Brunswick, go, allons-y, si on est au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup pour votre appel. Ça, c'est un autre débat, par exemple, parce que je viens tout juste de construire une maison neuve. Puis, ce que je paye en électricité, puis ce que je payais, on peut passer à une autre émission, là, c'est rendu ridicule. Une grosse différence. Rapidement, vous payez-vous plus ou vous payez moins? Presque le double. Vous payez le double hein? aujourd'hui. Mais en niveau pied carré, avez-vous plus d'espace? Beaucoup moins. J'avais 2 étages, 3 chambres à coucher. J'ai 1 étage, 2 chambres à coucher. Mais vous passez d'une maison à une maison ou d'un appartement à une maison? D'une maison à une maison. Wow! Où vous pensez qu'elle va, cette énergie-là? Il fouille moins. Ça vous prendrait une caméra thermique. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez qui a une caméra thermique qui viendrait voir? J'ai fait checker en fin de semaine. Puis? Ça a l'air correct. Puis, avez-vous trouvé des fuites là, comme... C'est tout à l'air correct. Tout a l'air correct? Oui, tout a l'air correct. Avez-vous des ados? Du tout.
On est 2 adultes qui travaillent, on n'est pas là la journée. Wow! Écoutez, il se vend des petits appareils que vous pouvez savoir, que vous pouvez brancher dans vos prises électriques, puis vous branchez votre truc là-dedans, puis il vous dit la consommation d'énergie de chaque truc. J'ai pas besoin d'appareil, on n'en consomme pas. Bon, ben, écoutez... Je vous le dis, sur Énergie Nouveau-Brunswick, là, c'est de la bullshit, là. Les programmes où isoler les maisons et tout. J'en ai eu une maison isolée, moi. Pourquoi ça me coûte 2 fois plus cher? Je sais pas. Ouais. Bon, ben, c'est parce que les frais ont monté. Oui, ça, vous avez raison. Ça a monté de... Mais ça a monté fou, là. Oui, ça a donné aussi qu'entre-temps, ils ont monté 2 fois de 9 points quelques %, donc presque 20 % dans la dernière année. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, hein. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup pour avoir participé à l'émission. Ouais, bonne chance. Bonne journée. Merci. Et puis, M. Sapinski, on peut vous laisser aller. Il est déjà passé 10 heures. Si vous avez là, quelques minutes, vous pouvez nous le dire parce qu'on a encore quelques petits sujets que je peux aborder avec vous. Mais est-ce qu'on doit vous laisser aller? Je peux prendre quelques minutes de plus. OK, je merci beaucoup. L'émission finissait à 10 heures. Oui, ça nous arrive de dépasser un petit peu. Puis malheureux pour les quelques appels qui étaient en attente, là, qui ont raccroché. Désolé. À la question, M. Sapinski, est-ce que les audiences, la Commission de l'énergie, en ce moment, cette semaine, peut en arriver à la conclusion que ce projet-là n'est pas un projet économiquement rentable et est-ce qu'ils ont le pouvoir de stopper le projet? En théorie, oui. Ils pourraient très bien, c'est ce que j'espère, qu'ils vont trouver que le projet n'est pas économiquement valide. Donc, ils peuvent dire, le projet n'est pas économiquement valide, il ne devrait pas aller de l'avant. Maintenant, Énergie NB, écoutez, la Commission n'a pas autorisé la réfection de la centrale nucléaire de Pointe-le-Trou. Et puis, Énergie NB sont allés de l'avant quand même. Donc, il y a la Commission, puis il y a ce que l'Énergie NB puis le monde politique décide de faire. Si je comprends bien, c'est un pouvoir de recommandation. Ils vont recommander au gouvernement et à Énergie Nouveau-Brunswick d'aller de l'avant ou de ne pas aller de l'avant, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent pareil. C'est ce qu'ils ont montré la dernière fois. Je pensais qu'il faudrait que j'aille lire exactement leur rôle. Je n'ai pas les détails, mais je pensais que c'était plus un pouvoir plus solide que ça. Mais Énergie NB ont décidé de contourner cette décision-là dans le cas de la centrale de Pointe-le-Trou. Messieurs, pour terminer l'émission, j'aimerais que vous commentiez juste rapidement 2 autres courriels que j'ai reçus. Je vais vous le lire. Un premier, le coût de rénovation de Mactaquac est plus de 7,5 milliards. Notre plan nucléaire est un éléphant blanc et c'est la cause du déficit de NB Power et de l'inefficacité de la gestion. De laisser nos plans comme Mactaquac détériorés nous montre que la gestion était mauvaise. Qu'en pensez-vous? Et quand on va donner des projets aux compagnies canadiennes? C'est une très bonne question. Écoutez, Énergie NB n'est pas connue pour son excellente gestion, là, avec tout le respect que je peux avoir pour les gens qui travaillent là. C'est pas mal le mot là, que la gestion est assez déficiente. Dans le cas de l'EPRO, oui, c'est 2/3 ou 3/5 environ de la dette qui est due simplement à l'EPRO. En passant, le nucléaire, c'est la façon la plus chère de faire de l'électricité. Hein. Il n'y a aucun sens de construire de nouvelles centrales nucléaires, là, petits réacteurs ou non. Et puis justement, Énergie NB a investi dans des projets de petits réacteurs nucléaires qui verront jamais le jour. Qui verront jamais le jour. Là, c'était évident depuis le départ, puis aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait. Ouais, parce qu'on nous disait que c'était propre. Qui ont été faits. Pour Mactaquac, s'il y a des fuites, ça a été mal conçu. Le béton, c'est pas le bon béton qu'ils ont utilisé, comme M. Giguère disait. Donc, toutes sortes de problèmes qui surviennent, c'est pas nouveau, hein, c'est au cours des années. Donc, nouveau projet de centrale au gaz, on ne sait pas ce qui va arriver non plus, là. Est-ce que le projet de boucle atlantique qui avait été proposé il y a quasiment presque une année maintenant, un peu plus, qui était celui de relier l'hydroélectricité du Québec et de Terre-Neuve-Labrador, surtout, et de faire circuler ça à travers Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, faire comme une espèce de boucle là, entre ces 5 provinces de l'Est, de manière à ce que on puisse avoir de l'énergie bas carbone, c'est-à-dire de l'énergie qui est faite à partir surtout de l'hydroélectricité, pour tout le monde. C'était un bon projet, ou pas? Bien, écoutez, sans connaître le projet dans tous ses détails, l'idée générale me paraissait bien.
Et puis, ça a été torpillé par EMRA, qui est la compagnie de gaz et d'électricité en Nouvelle-Écosse. C'est une compagnie très liée au secteur fossile. Donc, ça ne m'a pas étonné là, de voir ça. Je pense que c'est un projet intéressant. Maintenant, aujourd'hui, le Québec aussi arrive à ses limites. Donc, pour revenir à ce que je disais plus tôt, il faudrait peut-être penser, là, on aurait peut-être besoin d'être sérieux à propos d'utiliser moins d'électricité. Parce que des barrages, c'est beau, mais il y a un certain nombre de barrages, puis il ne reste plus beaucoup de rivières au Québec. Et puis, je ne conseillerais certainement pas de faire des nouveaux barrages sur les rivières qui restent. Il y a des écosystèmes, ces barrages-là ont détruit des écosystèmes énormes, des terres autochtones non cédées qui peuvent être utilisées par les gens qui ont droit, etc. Donc, les barrages, c'est pas la solution à tout. Maintenant, les barrages sont là, je dirais pas de les détruire tout de suite dans la situation. Non, il faut aller chercher le maximum de ça. C'est comme la centrale nucléaire. Ils fonctionnent, ils produisent pas d'émissions. Là, on va les garder. Même chose pour le pro, je dirais pas de l'éteindre tout de suite, malheureusement. Là, j'aimerais ça pouvoir si elle fonctionne, elle produit de l'énergie. Si on la produit pas là, il faudrait la produire autrement. Donc, il y aura un coût. Le pro, ça fonctionne à moitié du temps. Là. C'est pas... Oui, mais là, elle a fonctionné. Trouver un moyen de l'arrêter le plus vite possible là, pour tout le monde et pour l'environnement. Mais bon. Et puis, il y a un petit point, si vous me permettez de revenir rapidement là, par rapport justement à la Commission de l'énergie. Je ne pense pas que ça va sortir malheureusement à la Commission, mais on a mis ça dans la lettre. Il y a un très grand risque aujourd'hui d'augmenter notre dépendance aux États-Unis. La compagnie ProEnergy, qui appartient à Energy Trading Partners, tout américain, le ProEnergy sont basés au Missouri. Et puis, la façon qu'ils fonctionnent, ils construisent des centrales ailleurs. Et puis, il y a un centre de contrôle au Missouri. Donc, premier danger, c'est que c'est eux autres qui ont la switch. Donc, si nous autres, au Nouveau-Brunswick, il faut leur dire on a besoin de la centrale, partez-là, s'il vous plaît. Dans l'État, ça fonctionne bien aujourd'hui, là, mais on ne sait pas ce qui va arriver avec les relations. Le contrôle de la production est aux États-Unis. Et puis, deuxièmement, plus important, c'est du gaz de schiste qui vient des États-Unis. Ça vient du schiste de Marcellus, schiste d'Utica, le gaz, même si les contrats sont en Alberta, qu'on nous dit. Le gaz lui-même vient des États-Unis. Il n'y a pas moyen d'avoir le gaz d'Alberta directement ici. Donc, on s'enfonce dans une dépendance assez grave là, aux États-Unis. On ne sait pas s'il va y avoir des tarifs sur l'importation de gaz. D'abord, on ne sait pas si quelqu'un pourrait décider que le gaz est plus important ailleurs et puis d'arrêter de nous en envoyer. Et puis, l'autre problème, c'est que le gaz de schiste, on arrive là dans ce qui était prévu, la période où ça pique. Donc, il y a des analystes qui disent que le gaz est en train d'atteindre son pic aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive quand on atteint le pic? C'est que la production décline. Donc, off-demande, production décline, on atteint la production maximale et puis ça descend, ça fait que le gaz va coûter plus cher. Et puis là, c'est plus des fluctuations en haut puis en bas comme on a vu jusqu'à aujourd'hui. C'est une augmentation constante du prix. Et il va y avoir une pression pour développer le gaz de schiste chez nous. Parce qu'on sait on se souvient qu'on a un moratoire au Nouveau-Brunswick depuis 15 ans. Et là, il y a quelqu'un qui est conservateur, particulièrement parce qu'ils aiment ça, du pétrole, eux autres. Puis je le dis très ouvertement, on sait que les gens qui sont conservateurs sont pro-pétrole. Mais il y en a au Nouveau-Brunswick. Ces gens-là vont dire « Hey, on en a chez nous. On va le développer chez nous, mais il n'y a personne au Nouveau-Brunswick qui sait comment développer du gaz de schiste. Ça va être encore des compagnies américaines qui vont venir, comme c'est arrivé dans le passé, chez nous pour faire cette pression-là. Donc là, tout le sous-sol de Memramcook, par exemple, jusqu'à Sainte-Marie-de-Kent, vous vous souvenez, à un moment donné, là, ils ont été obligés de sortir dans le chemin avec des Autochtones pour bloquer, parce que c'est quoi ces affaires-là? Ça arrivait par en arrière, on va développer, ça va créer de la richesse, OK? Oui, au niveau... Si on regarde simplement le niveau économique, ça va. Je comprends la logique économique, mais la logique écologique, elle est très grave parce que là, ça veut dire qu'on va prendre des quantités, des millions de litres d'eau, encore une fois, pour aller faire de la pression dans la roche. Dans le fond, on est en train de squeezer de la roche pour aller chercher le gaz qu'il y a là-dedans. Puis là, la centrale au gaz elle-même va aller chercher un autre 7 millions de litres d'eau quand elle fonctionne à pleine capacité. Hey, par jour, c'est de l'eau, là. Alors, vous ne pourrez pas me faire croire... Exactement. Et puis, vous dites créer de la chasse, là,
si je peux me permettre, les fossiles, ça ne crée aucune richesse pour la majorité du monde. La seule richesse que ça crée, c'est des profits pour les actionnaires des compagnies. Ça, c'est les grandes banques canadiennes, des compagnies américaines et puis des compagnies, des milliardaires ailleurs dans le monde. La majorité des actionnaires de l'industrie fossile canadienne est à l'extérieur du Canada. Hein, donc, ça, c'est de l'argent qui sort. Les fossiles. Si on exploite du gaz de schiste ici, ça va être de l'argent qui sort. Les jobs que ça va créer, ça va être du monde en majorité qu'il va falloir amener d'ailleurs, justement parce qu'on n'a pas l'expertise. États-Unis, Alberta. Oui. Donc, il n'y a aucun avantage pour le Nouveau-Brunswick au gaz de schiste. Ça va créer une division sociale énorme, mais les conservateurs, ben, leur job, c'est d'enrichir les milliardaires, là, on le sait. Bon. On est en train, donc, si on va de l'avant, par exemple, avec un projet comme ça, il y a de fortes chances qu'on subventionne les importations, hein, parce que c'est toute la technologie américaine qui va venir, puis c'est l'argent qu'on va donner à la compagnie américaine ne va pas rester dans la région de Center Village. Et les profits risquent fortement de s'en aller au Missouri, là. Ils vont s'en aller. Mais la pollution... Si la compagnie est américaine et au Missouri, l'argent c'est normal. Mais la pollution... Il y a presque personne qui va travailler là. Oui. Mais la pollution, elle va rester ici. C'est ça. Ils ne l'amènent pas avec eux autres. Et puis, messieurs, ben, je l'avais dit que je mentionnerais le dernier courriel, mais on a dépassé de beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Je vais le mentionner, puis peut-être qu'on y reviendra peut-être la semaine prochaine si on commente plus que quelques secondes. Quelqu'un nous dit qu'il y a une maison qui n'est pas attachée à NB Power, totalement au solaire, propane, nouvelle maison, 4 ans de vieille, 2 chambres, 2 salles de bain, mais que c'est pas tout rose quand on parle des assurances puis la valeur de la maison, parce qu'elle dit les banques voient pas qu'on a de la valeur dedans et veulent pas donner de prêt. Alors, quand on n'a pas d'argent dans nos poches, comme on dit, ça va être difficile. Puis aussi, trouver une assurance pour assurer la maison, même chose, ça coûte. Quand je les entends parler de toute l'énergie, ce site, puis ça me choque un peu, car il y a autre chose où les argents disponibles, où ils sont. Oui, il a parfaitement raison. Le système est conçu pour favoriser toujours le même type de croissance. Les banques, par exemple, si vous voulez vous construire une maison demain matin, il faut que ça se fasse en 2 puis 6 mois. Si vous arrivez et vous dites, OK, moi, je vais construire, là, je commence là, mais je vais finir l'année prochaine. Ça vient de s'atteindre, la discussion est terminée, on ne veut plus rien savoir, parce qu'eux vont vous prêter de l'argent et au bout de 6 mois, il faut que l'argent commence à rentrer. OK? C'est un investissement. Vous n'êtes pas propriétaire de votre maison tant que vous avez une hypothèque. C'est la banque qui est propriétaire. C'est ça qui arrive. Donc là, vous êtes pris dans ça. Alors, eux, ils veulent du retour sur l'investissement. Ils ne font pas des milliards par année par hasard. C'est parce qu'ils ont un système bien pensé économiquement, puis on a un système bancaire très sûr au Canada. Au moins, il y a ça. Et je vois M. Sapinski sourire et faire oui avec la tête. Alors ça, c'est une problématique qu'on a. Donc là, si vous voulez sortir des normes un peu, vous devez avoir les reins solides. Et c'est ce qui est arrivé probablement à cette personne-là. Si vous dépassez le 6 mois, ben là, vous devez vous autofinancer. Si vous avez une maison déjà qui est presque payée, vous pouvez la refinancer, la donner en garantie, puis prendre cet argent-là, puis faire autre chose. Ça peut être une façon que votre gérant de banque va accepter en autant que lui, il y a une garantie puis qu'il ne perd pas. Fais ce que tu veux de ton argent. Si c'est un peu ça c'est un peu cette manière-là quand on voit les choses. Mais c'est une problématique. Et les banques, à mon avis, les banques unies pourraient faire la même chose, de mettre, par exemple, 1 million, 2 millions de côté pour des projets hors normes comme ceux-là, qui vont mais qui sont bien encadrés quand même, avec des experts, pour s'assurer qu'ils arrivent à la fin, puis effectivement, il y a une valeur. C'est pas juste une maison à moitié construite, tout croche. Non, que la personne vit dedans et tout fonctionne bien. C'est un risque partagé, si vous voulez. Mais on dirait que c'est très dur franchir ça. C'est normal. C'est dur aller contre les valeurs dominantes d'une société. C'est plus simple de tout faire de la même manière. Puis aussitôt qu'on sort, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été une grande émission. D'ailleurs, je vais vous le mentionner, ça va peut-être vous faire plaisir, mais je reçois différents courriels, messages sur Messenger. On me dit « Excellente émission, bravo ». Des choses comme ça, les gens ont beaucoup apprécié. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci grandement, M. Sapinski et M. Giguère, pour cette participation aujourd'hui. On a appris beaucoup et puis ça porte à réflexion. On va réfléchir encore. Alors, merci. Je vous souhaite les deux une très belle journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Et à vous tous, passez un très beau mardi à l'antenne de CJSR.